Imaginez, si vous voulez, le monde vaste et souvent déroutant de la philosophie. C'est un grand théâtre d'idées, où les penseurs ont débattu de la nature même de l'existence pendant des siècles. Maintenant, pour entrer dans ce théâtre en tant qu'étudiant, on vous remet généralement l'un des deux scripts. Le premier est la dissertation, un terme plutôt grand et imposant. Pensez-y comme si on vous demandait d'écrire votre propre pièce de théâtre. Vous choisissez le thème, vous inventez les personnages, ou dans ce cas, les arguments, et vous construisez l'intégralité du récit à partir de zéro. C'est votre bébé intellectuel, une exploration tentaculaire d'une question qui a titillé votre propre curiosité. C'est une invitation à ajouter une voix nouvelle, bien que petite, à la conversation en cours. D'un autre côté, nous avons le commentaire de texte philosophique. C'est moins comme écrire votre propre pièce, et plus comme être un metteur en scène pour une reprise de Shakespeare. Le texte, le chef-d'œuvre, existe déjà. Vous n'êtes pas là pour réécrire Hamlet ou suggérer que peut-être le roi Léar passait juste une mauvaise journée. Au lieu de cela, votre travail consiste à l'interpréter, à plonger dans son langage, à comprendre les intentions de l'auteur et à présenter son génie intemporel à un public moderne. Vous êtes au service du texte, agissant comme un guide et un critique, aidant les autres à voir la machinerie complexe qui se cache derrière les beaux mots. Votre voix est là, certes, mais elle est en dialogue avec une bien plus grande. Ces deux tâches, la dissertation et le commentaire, sont des rites de passage fondamentaux dans l'étude de la philosophie. Ce sont les équivalents intellectuels de l'apprentissage du vélo, bancal et terrifiant au début, mais finalement libérateur. La dissertation demande « Qu'est-ce que tu penses ?» Elle place le fardeau de la création directement sur vos épaules, exigeant originalité et un argument soutenu et cohérent. C'est un marathon de la pensée, vous demandant de construire un dossier brique par brique logique, de le défendre contre les critiques potentielles et de démontrer une compréhension complète du paysage philosophique dans lequel vous plantez votre drapeau. En revanche, le commentaire pose une question légèrement différente. Que pense ce texte et comment le pense-t-il? Ce n'est en aucun cas une tâche moindre. Elle exige un ensemble de compétences formidables, notamment la précision, la fidélité textuelle et une profonde conscience historique. Vous devez devenir un détective, chassant les indices dans les phrases et les paragraphes, reconstituant le grand dessein de l'auteur. C'est un exercice d'humilité intellectuelle et de perspicacité analytique aiguisée. Vous ne construisez pas votre propre cathédrale de la pensée, mais vous illuminez plutôt le génie d'une qui a résisté aux âges, montrant à tous exactement comment et pourquoi elle reste si magnifique. Le but d'une dissertation est, tout simplement, de vous permettre de partir à l'aventure de votre propre création. C'est l'équivalent académique de recevoir un navire et une carte avec une vaste zone, tentante et vierge, marquée « Ici sont les dragons ». Votre superviseur vous indique une direction générale, suggérant peut-être une question philosophique comme « Une machine peut-elle vraiment être consciente ?» ou « Une société juste est-elle possible ?» À partir de là, vous êtes le capitaine. Votre mission est de naviguer dans les eaux dangereuses de la littérature existante, de tracer votre propre cap avec une thèse unique et de revenir avec un argument convaincant qui apporte quelque chose de nouveau, aussi modeste soit-il, à notre compréhension collective. La structure de ce voyage intellectuel est étonnamment formelle, un peu comme les protocoles d'exploration navale. Elle commence généralement par une introduction où vous exposez votre question de recherche et votre affirmation centrale, ou thèse. C'est votre destination. Vient ensuite la revue de la littérature, où vous montrez votre respect pour les explorateurs qui vous ont précédés. Vous discutez de ce que d'autres philosophes, vos Platon, vos Kant, vos de Beauvoir, ont dit sur le sujet. Cela démontre que vous n'êtes pas tombé dans cette conversation sans faire vos devoirs. Il s'agit de reconnaître les géants sur les épaules desquels vous espérez vous tenir, même si ce n'est que pour un instant. Le corps principal de la dissertation est l'endroit où votre propre argument occupe le devant de la scène. C'est le cœur de l'expédition, la longue navigation à travers l'océan ouvert des idées. Ici, vous présentez vos preuves, construisez vos chaînes logiques et défendez votre thèse contre les tempêtes des contre-arguments. Chaque chapitre est comme une île que vous visitez, un point spécifique que vous devez établir pour soutenir votre voyage global. Vous pourriez consacrer un chapitre à la définition d'un terme clé comme la conscience, un autre à l'analyse d'une expérience de pensée pertinente, et un troisième à la réfutation d'une objection populaire. C'est un processus de construction lent et méthodique, exigeant patience et rigueur. Enfin, toute grande expédition doit prendre fin, et c'est ainsi que la dissertation se conclut.
Votre conclusion n'est pas seulement un résumé de votre parcours, c'est le retour triomphal au port. Ici, vous reformulez votre thèse, maintenant, espérons-le, étayée par les arguments que vous avez avancés. Vous rappelez au lecteur le voyage que vous avez fait ensemble et réfléchissez à la signification de vos découvertes. Vous pourriez même faire allusion à de nouveaux territoires inexplorés que votre propre travail a révélés, suggérant de futurs voyages pour d'autres explorateurs philosophiques intrépides. C'est la touche finale, satisfaisante, d'une quête intellectuelle longue et exigeante. Le but d'un commentaire philosophique est profondément différent de celui d'une dissertation. Son objectif premier n'est pas la création, mais l'illumination. Imaginez qu'on vous remette un passage dense et noueux de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Votre tâche n'est pas de discuter avec Aristote ou de proposer un meilleur système éthique. Au lieu de cela, votre but est d'agir comme un maître décodeur, un interprète habile, capable de rendre les pensées complexes d'Aristote accessibles et claires. Vous construisez essentiellement un pont entre un esprit formidable du passé et un lecteur curieux du présent. Le but est d'expliquer, d'analyser et de décortiquer le texte avec une précision chirurgicale. La technique requise pour un commentaire est celle de la lecture attentive et approfondie. C'est un examen médico-légal d'une œuvre écrite. Vous devez prêter une attention scrupuleuse à chaque mot, chaque phrase et chaque tour de logique. Le processus commence par l'identification de l'argument principal du passage choisi. Qu'est-ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre? Une fois que vous avez la thèse principale, vous décomposez le texte en ses parties constitutives. Vous analysez la structure, montrant comment l'auteur construit son argumentation, étape par étape. C'est comme démonter une montre suisse pour voir comment tous les petits engrenages complexes fonctionnent ensemble pour donner l'heure. Un bon commentaire ne se contente pas de résumer. Il s'engage de manière critique avec la mécanique de l'argument. Par exemple, vous identifieriez les prémices clés sur lesquelles l'auteur s'appuie et examineriez les inférences logiques qu'il fait. Y a-t-il des hypothèses non exprimées? L'auteur utilise-t-il un terme particulier d'une manière spécifique et technique? Un commentaire sur un passage de la République de Platon, par exemple, impliquerait probablement d'expliquer sa théorie des formes, non pas parce que vous la défendez, mais parce qu'il est impossible de comprendre son argument sur la justice sans elle. Votre analyse est toujours au service de la transparence du texte original. De plus, la technique implique la contextualisation. Aucun texte philosophique n'existe dans le vide. Un commentaire doit donc situer le passage dans son contexte historique et intellectuel. À quel débat philosophique l'auteur répondait-il? Qui étaient ses principales influences ou ses adversaires? Ce travail de contextualisation est crucial car il aide à révéler les motivations de l'auteur et toute la signification de ses affirmations. Il s'agit de comprendre non seulement ce que le philosophe dit, mais pourquoi il le dit de cette manière particulière, à ce moment particulier. C'est un dialogue profond et respectueux avec un grand penseur. Quand on met la dissertation et le commentaire côte à côte, on observe un contraste fascinant dans leurs approches analytiques. La dissertation encourage un regard large et englobant sur un vaste paysage philosophique. C'est un exercice synthétique. On vous demande de puiser dans de multiples sources, divers penseurs et différentes écoles de pensée pour construire quelque chose de nouveau. Sa profondeur vient de la cohérence et de l'originalité de la structure que vous érigez. L'analyse est guidée par votre propre question et vous êtes l'architecte de tout l'édifice intellectuel, décidant quels matériaux utiliser et comment les assembler. Le commentaire, en revanche, exige une focalisation microscopique. Sa profondeur analytique ne vient pas de l'étendue, mais d'une concentration intense et précise sur un seul et même texte limité. C'est un exercice d'exégèse, l'explication critique ou l'interprétation d'un texte. Ici, la structure n'est pas la vôtre à créer, elle est déjà fournie par l'auteur. Votre travail consiste à la disséquer avec un soin minutieux. La profondeur réside dans votre capacité à révéler les subtilités, les nuances et les complexités cachées dans les propres mots et la logique de l'auteur. Il s'agit moins de construire une nouvelle maison que de révéler la brillante architecture d'une maison existante. En fin de compte, le choix entre ces deux pratiques dépend entièrement de la situation et de l'objectif intellectuel. La dissertation est l'outil par excellence pour la recherche post-universitaire, en particulier au niveau doctoral. C'est le format attendu pour apporter une contribution originale au domaine, pour planter votre drapeau sur la lune de la connaissance. C'est l'arme appropriée
lorsque votre objectif principal est de développer et de défendre votre propre position philosophique sur une question complexe, en vous engageant dans un large débat avec la tradition dans son ensemble. C'est le grand final d'une éducation philosophique. Le commentaire, cependant, est un outil de formation indispensable et une pratique savante à part entière. Il est souvent utilisé dans les cours de premier et de deuxième cycle pour enseigner aux étudiants les compétences cruciales de la lecture attentive et de l'analyse rigoureuse. C'est la méthode parfaite lorsque l'objectif est d'atteindre une compréhension profonde et fidèle d'un texte fondamental. Les philosophes professionnels écrivent également des commentaires pour offrir de nouvelles interprétations d'œuvres canoniques. C'est le bon choix lorsque la tâche n'est pas de parler pour soi, mais d'aider un grand esprit du passé à parler clairement au présent. Le duel, alors, ne porte pas sur la supériorité de l'un ou de l'autre, mais sur l'outil le mieux adapté à la tâche à accomplir.